Donc c'est aujourd'hui la séance de la FDT de novembre, qui est une séance commune à Paris 1 et la FDT. Nous en faisons plusieurs par an, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous traitons du motif de licenciement sous forme de table ronde. Notre idée, nous avons échangé tous les cinq, n'était donc pas de focaliser sur un aspect particulier du motif de licenciement, mais sur différents aspects. Sur la frontière entre le licenciement pour motif économique et le licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire la structure du droit du licenciement. Est-ce que aujourd'hui la distinction entre motif personnel et motif économique est encore pertinente? Nous aurons une table ronde sur l'actualité du licenciement pour motif économique, parce qu'il y a pas mal de jurisprudence notamment, et dans la troisième table ronde, nous reviendrons à nouveau sur des questions de frontières, en allant plutôt sur des questions liées au motif personnel de licenciement. Alors, un très très grand merci à nos quatre intervenants. Donc, je vais faire dans l'ordre de la table. Donc, Alexandre Fabre, qui est professeur à Paris 1. Nelly Pourtier, qui est avocate associée chez Actance. Aline Chanu, qui est avocate associée chez Le Penny. Et Arnaud Martineau, qui est professeur à l'université Paris 2. Donc, un très très grand merci à tous les quatre. Donc, je vais tout de suite entamer la première table ronde. Donc sur cette idée que la distinction classique entre le motif personnel d'un côté et le motif économique de l'autre n'est plus forcément pertinente aujourd'hui, alors que certains motifs sont entre les deux, sont ni économiques ni personnels. Et je vais tout de suite passer la parole à Arnaud Martineau pour introduire cette première table ronde. Je démarre immédiatement avec un peu de retard pour évoquer cette première table ronde qui, comme Pascal l'a dit, va porter sur la distinction du motif personnel et du motif économique, et peut-être pour vous parler de zone grise, c'est-à-dire que nous sommes dans un dispositif à la française. Nous savons qu'en France, nous aimons énormément le binaire. Nous devons toujours faire des plans de parties, et le Code du travail pour le motif de licenciement résonne en deux parties, c'est-à-dire d'une part le personnel et d'autre part l'économique. La difficulté, c'est qu'il y a peut-être entre les deux une sorte de zone grise qui se révèle au travers de la jurisprudence de la Cour de cassation, peut-être plus encore au travers de la loi, puisqu'on a des motifs qui ne sont peut-être plus tout à fait des motifs personnels, plus tout à fait des motifs économiques. De sorte que je vous propose dans un premier temps, et je ferai rapide, dans un premier temps de révéler peut-être quelques exemples d'embarras issus de la jurisprudence et de la loi, et puis modestement envisager des pistes d'évolution, s'il faut des pistes d'évolution. Alors, les exemples d'embarras, j'en citerai trois. Le premier, c'est le motif qui intéresse la modification du contrat de travail. Je partirai très simplement d'un exemple. Voici une entreprise qui, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, l'entreprise décide de procéder à un déménagement, et ce déménagement emporte des modifications du lieu de travail hors du secteur géographique, bref, des modifications du contrat de travail. La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si cette proposition de modification du contrat de travail, est-ce qu'on est strictement dans une proposition pour motif économique? La question est évidemment extrêmement importante, et elle va jouer à deux stades. Le premier stade, c'est celui de la procédure spéciale, c'est-à-dire est-ce que ce motif implique la mise en œuvre de l'article L222-6 du Code du travail, c'est-à-dire une procédure de modification qui est une procédure exceptionnelle, ou plutôt est-ce que ça autorise l'employeur à aller sur ce terrain-là. Et puis évidemment, deuxième stade, c'est l'hypothèse dans laquelle le salarié refuse la modification
existe-t-il du coup un licenciement, un motif économique de licenciement? Alors pourquoi je parle d'embarras? Parce que quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, même si cette jurisprudence est peut-être sans doute assez stabilisée aujourd'hui, on voit que la Cour de cassation a pu rencontrer quelques difficultés pour trancher cette question d'une modification pour motif économique ou non. C'est-à-dire que si je prends un arrêt de 2010, du 6 octobre 2010, la Cour de cassation nous dit très clairement que dans une hypothèse comme celle-ci, puisque c'est une modification pour un motif qui est non inhérent à la personne du salarié, on est donc dans le champ de l'article L 1222-6 du Code du travail. Donc, il s'agit ici d'un motif économique et qui justifie la mise en œuvre de cette procédure spéciale. Le problème, c'est qu'un mois plus tard, toujours en 2010, la Cour de cassation prend une position différente, considérant qu'au stade de la proposition de modification du contrat de travail, ce n'est plus tout à fait un motif économique au sens de l'article L 1233-1 du Code du travail. Ce qui veut dire que pour une situation comparable, pour un événement comparable, et je reprends mon exemple, et ce n'est qu'un exemple de déménagement de l'entreprise, qui d'ailleurs peut-être est dans l'intérêt de l'entreprise, au moins il faut le souhaiter, on voit bien qu'on a quelques difficultés à répondre à la question de savoir si cette modification repose ou non sur un motif économique. Premier exemple. Deuxième exemple, et ça ne va pas vous surprendre, c'est le transfert d'entreprise. Voilà une entreprise rachetée par une autre, les conditions de L 1224-1 du Code du travail sont réunies. La difficulté étant que ce transfert implique des modifications, et alors j'insiste sur ce point, inhérentes au transfert d'entreprise. Voilà une entreprise qui rachète une autre entreprise, elles ne sont pas situées au même endroit. Le transfert d'entreprise par l'effet de L 1200, le transfert de contrat de travail par l'effet de L 1224-1 du Code du travail implique une modification du lieu de travail, une modification du contrat de travail. Question, comment traiter ici le refus du salarié de cette modification? Alors, tout le monde se souvient qu'il y a eu un petit enchaînement de jurisprudence passionnant pour les universitaires et pour ceux qui s'intéressent à ce type de questions, puisqu'il y a eu un arrêt de 2016 assez commenté, pas mal critiqué, arrêt de 2016 qui considérait que dans l'hypothèse où il y avait refus d'une modification inhérente au transfert d'entreprise, eh bien ce refus entraînait un licenciement. Alors, la Cour de cassation s'est bien gardée de qualifier d'ailleurs ce licenciement. Je disais transfert d'entreprise avec cette question de savoir comment on traite le licenciement qui est suite au refus d'une modification qui elle-même est inhérente au transfert d'entreprise. Et donc je reviens sur cette jurisprudence de 2016, la Cour de cassation ne qualifiant pas, et se gardant bien d'ailleurs de qualifier le licenciement, savoir s'il s'agissait d'un motif personnel ou d'un motif économique, mais en revanche, il prend parti sur la justification de ce licenciement, précisant que, en soi, le refus constituait un motif de licenciement, ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour être beaucoup plus précis. Alors, arrêt très critiqué, de sorte que, je ne vais pas dire s'il y a un rapport de cause à effet, mais en tout état de cause, la Cour de cassation revient en 2019 à une jurisprudence plus classique, considérant qu'on était strictement dans l'hypothèse d'un refus de modification du contrat de travail et laissant complètement de côté la question de savoir si cette modification était inhérente ou non à un transfert d'entreprise, pour considérer dans ce cas-là qu'il faut l'analyser comme un pur motif de licenciement. Est-ce qu'il existe un motif économique, puisqu'on était sur du non inhérent à la personne du salarié? Troisième exemple d'embarras, ce sont ces fameux motifs spécifiques qui se sont multipliés ces dernières années. Alors, pour évoquer rapidement, puisque évidemment on pourrait évoquer l'hypothèse de l'application de L 1224-3 ou -3
c'est-à-dire transfert public-privé ou inversement, où on sait qu'on a déjà des motifs spécifiques. Non, simplement pour évoquer l'embarras cette fois du législateur lorsque sont apparus de nouveaux types d'accords collectifs de travail, avec le refus des salariés, éventuel refus des salariés d'appliquer l'accord collectif de travail. J'évoque évidemment ici accord de maintien de l'emploi et accord de mobilité interne en 2013. L'accord de performance collective, je fais un bond en 2017. Alors, l'épisode de 2013 est d'ailleurs tout à fait significatif, parce qu'il faut se rappeler que pour l'accord de mobilité interne, le refus d'application d'un accord de mobilité interne tel que c'était prévu par l'accord national interprofessionnel, le refus justifiait un licenciement et c'était qualifié de licenciement pour motif personnel. Quand l'accord national interprofessionnel est devenu loi, transformation en quelques mois, puisque le législateur s'est dit, là on ne peut pas sur du personnel, on est sur du non inhérent à la personne du salarié, donc on est automatiquement sur du motif économique. Donc la loi 2013 nous a dit, c'est un motif économique de licenciement. Et puis, sans doute, bien embarrassé, le législateur, finalement, pour les accords qui ont suivi et qui ont succédé à l'accord de maintien de l'emploi et de mobilité interne surtout, et bien le législateur a considéré que ça n'était ni personnel, ni économique, cette fameuse catégorie sui generis, c'est-à-dire c'est un motif spécifique puisqu'on peut mettre dans aucune case, on peut mettre ou on ne veut pas mettre dans l'une ou l'autre de ces cases, et c'est peut-être plus là la raison. Alors, voilà 3 exemples de situations dans lesquelles, me semble-t-il, il y a une forme d'embarras pour chercher, pour trouver entre le motif personnel et le motif économique. Alors, comment sortir de cet embarras, ou faut-il en sortir avec beaucoup de modestie, je formulerai quelques pistes d'évolution alternative. La première piste, alors, qui ne règle pas la question de la qualification, mais qui peut régler la question de la légitimité. La première piste, c'est d'utiliser l'adverbe, notamment que l'on a dans l'article 1233-3 du Code du travail, sur le motif économique de licenciement, et considérer qu'on est dans un motif non inhérent à la personne du salarié, on est donc dans un motif économique, puisque l'article 1233-3 lie à la fois la qualification et la justification, mais on a peut-être une légitimité du licenciement qui peut trouver un fondement textuel avec l'adverbe notamment, que vous rappelez d'ailleurs que le Conseil constitutionnel s'était opposé naguère en 2002 à la suppression de l'adverbe notamment dans la loi. Alors évidemment, on a un exemple qui est tiré de la jurisprudence qui est absolument magnifique pour aller dans ce sens, c'est l'arrêt du 2 décembre 2020 qui portait sur le refus d'application d'un accord de accord de mobilité interne, puisque je vous rappelle, je vous disais à l'instant, le Code du travail prévoit dans une telle hypothèse qu'il s'agit d'un motif économique de licenciement, sauf que évidemment ça ne répond à aucune des catégories figurant dans la 1233-3. Ce ne sont pas des difficultés économiques, ce n'est pas une situation technologique, ce n'est pas une cessation d'activité, et peut-être en faisant rentrer les choses au concept, on aurait pu dire que c'est lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais on voit bien que ça n'est absolument pas adapté. D'où l'intérêt et d'où la solution qui est retenue par la Cour de cassation, c'est finalement s'appuyer sur le notamment pour considérer que l'on est bien ici dans une hypothèse de motif économique de licenciement, quand bien même ça ne répondrait pas à l'une des catégories visées par le texte. Donc ça c'est peut-être une première piste. La seconde piste, et pour terminer, serait peut-être de revoir l'architecture de nos motifs et peut-être plus précisément du motif économique. Alors, là, évidemment, depuis tout à l'heure, je n'invente rien, mais je vais encore moins inventer. Peut-être la difficulté elle est liée au fait que dans la 1233-3, on a les 2 types d'éléments, c'est-à-dire
on a à la fois, je reprends ici la distinction de l'exemple lycée, c'est-à-dire qu'on a à la fois la cause qualificative, c'est-à-dire le non inhérent à la personne salariée, et la cause justificative, c'est-à-dire qu'on a ces éléments qui sont liés à la suppression, transformation d'emploi, et puis également des éléments qui sont liés aux difficultés économiques, c'est-à-dire la compétitivité d'entreprise et ainsi de suite. Peut-être qu'une solution consisterait à distinguer les deux, à sortir d'un même texte la cause qualificative et la cause justificative. C'est-à-dire que, il faudrait répondre à la question de savoir est-ce qu'on est sur du personnel ou du non inhérent à la personne du salarié. Et une fois qu'on a réglé cette question-là, éventuellement, il faudrait poser la question de savoir si je vais sur le non inhérent à la personne du salarié, est-ce qu'il y a une cause justificative qui permet de déterminer, de savoir s'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement. Je veux dire que soit on resterait strictement sur les motifs tels qu'ils existent aujourd'hui, soit éventuellement on pourrait, d'ailleurs en complément de ce que je disais avant, s'appuyer sur notamment, supposer qu'on veut, mais s'appuyer sur le notamment pour admettre dans certains cas certains motifs de licenciement, et ce qui permettrait peut-être de sortir de cette difficulté, de ce phénomène qui consiste à aller chercher du motif spécifique lorsque ça ne correspond pas aux cases du Code du travail. Alors évidemment, ça pose quand même plein de difficultés. De côté, c'est un petit problème, celui de la justification. Ça pose aussi d'autres difficultés, c'est de savoir quelle est la procédure qu'on associe au non inhérent à la personne du salarié. Parce que si je prends l'exemple de l'accord de performance collective, en considérant que c'est un motif spécifique, c'est pas simplement envoyé sur une justification qui serait une sorte de justification automatique, on connaît bien ici la volonté du législateur, c'était de sortir ce type de licenciement du giron des procédures de licenciement pour motif économique. C'est-à-dire que si on allait sur une voie comme celle-ci, il faudrait de toute façon trancher la question de savoir quelle est la procédure qui est associée au non inhérent à la personne du salarié. Est-ce que ce sont les procédures pour motif économique qui deviennent toutes des procédures pour non inhérent à la personne du salarié, mais ce qui veut dire qu'on va à l'encontre de ce qu'a fait le législateur à propos de la PC, ou est-ce qu'il faut réorganiser des procédures particulières? Voilà donc ce premier exposé et l'ouverture de cette table ronde sur ce qu'on peut qualifier peut-être des zones grises du motif de licenciement. Alors merci beaucoup Arnaud. Donc on va pouvoir lancer les réactions des uns et des autres. La question de la modification des contrats à l'occasion des transferts d'entreprise. Et c'est une question qui se pose quasi systématiquement. La question de la durée du travail, la question du lieu de travail en cas de transfert d'entreprise, du changement de rythme, du changement de périmètre des responsabilités des salariés transférés. Et puis parfois un peu plus drastiquement avec la question des doublons et donc des suppressions de postes qui résultent finalement des synergies recherchées lors de transferts ou lors de fusions d'entreprise. Elle se pose, à mon sens, de manière encore plus prégnante quand on est face à des situations de perte de marché, où là, effectivement, l'entreprise qui va récupérer le marché, qui va remporter l'appel d'offres, a sa propre organisation et souvent son personnel dédié. Et il va devoir, effectivement, composer avec cette situation et avec le peu d'espace que lui offrent aujourd'hui les textes en la matière. Alors on a peu de réponses, si ce n'est effectivement la création de motifs spécifiques tels que l'APC, l'accord de performance collective, mais on a des pistes de réflexion qui ont été ouvertes par Alexandre et Arnaud, effectivement, et notamment celle dont parlait Arnaud tout à l'heure, pour sortir de cette impasse avec la dissociation de la cause qualificative de celle justificative du motif non inhérent. Alors je voudrais revenir plus précisément sur ces situations de transfert. On le sait, lorsque les conditions de L1224.1 sont réunies, le transfert du contrat de travail et de l'intégralité de ses composantes est automatique, le salarié ne peut pas s'y opposer. En revanche, la donne est tout à fait différente dès lors qu'on veut modifier d'autres éléments du contrat que le salarié peut tout à fait légitimement refuser. On a une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 qui illustre un petit peu cette situation où, à l'occasion d'une fusion-absorption d'une petite société par une société bien plus grande, eh bien, une salariée a vu un nouvel employeur, mais surtout son périmètre de
responsabilité diminué, ses fonctions légèrement modifiées, et donc elle s'est insurgée et elle a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat. À tort selon la Cour d'appel qui a considéré que dans l'ensemble, l'équilibre finalement de son contrat de travail était respecté, qu'elle conservait quand même ses fonctions et que finalement c'était des ajustements à la marge et qu'il fallait surtout tenir compte du contexte de ce transfert et du fait qu'elle intégrait une nouvelle organisation plus grande, différente. La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement et elle est revenue au principe de base selon lequel le repreneur doit reprendre le contrat de travail avec l'intégralité des engagements et l'intégralité de ses composantes au moment du changement d'exploitation. Et elle n'a absolument pas retenu ces arguments de contexte liés à la taille, à l'organisation de la nouvelle structure qu'on aurait pu étendre effectivement à ces fameuse nécessité de fonctionnement pour l'entreprise et qui pourrait finalement entrer dans ce motif qu'on imagine. Alors dans une telle situation, très concrètement, quelles sont les options du repreneur? Elles sont finalement au nombre de 3. La première, c'est le statu quo. Je ne fais rien, je maintiens l'intégralité des composantes du contrat qu'on m'a transféré, avec toutes les complexités de manière opérationnelle qui vont en résulter. Ou alors, je vais tenter des négociations individuelles, c'est clairement la solution la plus retenue en pratique. Je vais essayer de trouver des alternatives, de faire des concessions, de repositionner la personne avec son accord. Si jamais je veux quand même poursuivre et imposer la modification du contrat, le salarié peut la refuser. Et là, quelles sont finalement mes options? C'est uniquement celle d'engager une procédure de licenciement. Alors, se pose la question du motif et puis de la cause qualificative. Dans l'arrêt de 2019 qui était cité par Arnaud, l'employeur il avait tenté de surfer sur la ligne de l'arrêt de 2016 en disant finalement c'est un motif autonome de licenciement parce que le licenciement, il est induit par le transfert et c'est ce transfert qui a lui-même engendré la modification du contrat. Donc finalement on n'a pas besoin de revenir à une cause économique, c'est la cause du licenciement, c'est le transfert. Ça n'a pas été suivi, c'était dans ces faits d'espèce, c'était une société qui était implantée à Nantes, qui avait cédé une partie de son activité à un repreneur qui était à Orléans, et il s'était dit, j'ai envie de tout réunir dans un seul et même lieu de production, à Orléans, et les salariés qui ont refusé avaient été licenciés pour motif personnel. À tort, la haute juridiction a dit non, il faut se placer sur le motif économique, sur le terrain uniquement économique, et elle est allée rechercher la véritable motivation de la modification du contrat. Elle est retournée à l'origine de cette modification. Et cette modification, finalement, elle résultait de quoi? Elle résultait de la volonté du repreneur, de réunir tout dans un même lieu de production par des soucis d'économie, et de 2, finalement, d'une réorganisation de la société du cessionnaire suite à ce transfert et à cette reprise d'activité. Donc en recherchant la réelle motivation du licenciement, elle a pu considérer que ce motif était totalement non inhérent à la personne du salarié et ne pouvait de ce fait jamais reposer sur le terrain du licenciement pour motif personnel. Donc s'il est clair qu'on ne peut pas se positionner sur le terrain personnel et que dans de telles circonstances, on est obligé de passer par le biais d'un licenciement pour motif économique, voire d'un PSE, lorsqu'on a un nombre de refus qui est supérieur à 9 sur une période de 30 jours, alors avec les impacts que l'on connaît sur la légitimité du licenciement, on peut s'interroger sur concrètement, est-ce que c'est la voie que les employeurs vont rechercher? Parce que dans l'exemple précité de cette jurisprudence, finalement, on se doute bien que finalement le motif économique, il n'est pas tant justifié, il ne l'est certainement pas, en tout cas au visa de l'article 1233.3, par des difficultés économiques. On le sait, la recherche d'économie n'est jamais des difficultés économiques reconnues et validées comme telles, et encore moins peut-être en plus l'étape d'après de présenter ces difficultés économiques au sein du secteur d'activité, du groupe peut-être, auquel appartient l'entreprise. Alors, en pratique, de manière très pratique, on va pouvoir régler pas mal de choses par l'accord de substitution, maintenant de plus en plus par les accords anticipés d'adaptation. On va harmoniser le statut, on va créer des groupes fermés pour les salariés transférés, on va maintenir certains de leurs avantages pendant un temps de durée déterminée, ou peut-être pendant un temps plus long, mais en revanche, on continue de se heurter au socle contractuel qu'on ne peut modifier sans l'accord du salarié. Et on va se retrouver parfois dans des situations de non-sens, avec des salariés, par exemple dans une société cliente, où l'équipe comptable, elle est située au siège de l'entreprise, à Paris, et finalement, les salariés repris, qui sont eux-mêmes comptables d'une autre société, vont devoir se retrouver seuls en région. Ils ne vont pas être
introduits et participés à leur service, au service auquel ils appartiennent, à la nouvelle communauté de travail, parce que sans leur accord, il sera impossible de modifier leur lieu de travail. On avait quelques réponses avec la loi travail et la possibilité de mettre des licenciements, de faire des licenciements pour motif économique anti-transfert, mais finalement, avec les ordonnances de 2017, on se rend compte que c'est quand même très encadré et c'est très peu utilisé. Ce n'est même jamais mobilisé dans le cadre de la perte de marché et du transfert d'entreprise, puisqu'on n'anticipe pas les licenciements pour motif économique dans de telles situations. Finalement, donc, il reste que la voie post-transfert, mais en plus elle n'est pas toujours adaptée parce qu'on ne veut pas forcément se séparer des gens, puisque les salariés parfois constituent même la main-d'œuvre, l'essence même de l'entité économique autonome qui a été transférée à l'employeur. En définitive, je rejoins Alexandre et Arnaud sur la piste ouverte par l'arrêt du 2 décembre 2020 qui ouvre ce licenciement, le motif de licenciement économique qui pourrait être autonome sur le plan de la cause qualificative et qui pourrait être utilisé dans toutes les situations de modification de contrat dès lors que c'est nécessaire aux questions d'organisation courante sans projet à la base de réduction d'effectifs, puisque à l'initiative des modifications de contrat, il n'y avait pas de volonté de réduire les effectifs. C'est une conséquence du refus de la non-acceptation. Alors dans l'arrêt de 2020, c'était un accord de mobilité interne, mais des modifications proposées post-transfert. Donc on reviendrait à la genèse du projet pour savoir s'il y avait une réduction d'effectifs qui était attendue ou non. Et là, finalement, je me demande si en définitive, ce n'est pas le rôle finalement de l'APC qui a été créé et qui fait suite effectivement aux anciens accords de mobilité interne et dont l'objectif, finalement, c'est de permettre par le dialogue social et en neutralisant les clauses contractuelles qui seraient contraires, eh bien, de répondre aux nécessités, aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et à l'article 4, enfin dans la lignée de l'article 4 de la Convention, ou de préserver et de développer l'emploi avec la création de ce motif sui generis qui est normalement non contestable devant les juridictions prud'homales et qui permet effectivement, lorsque le salarié refuse l'application de la modification à son cas spécifique, eh bien, d'en tirer les conséquences. C'est finalement en pratique, et je donnerai la parole à ma consoeur, mais assez peu usité, l'APC. On voit qu'ils sont même plutôt en baisse depuis 2021. Il y en a quand même entre 200 et 400, mais le recours n'est pas massif. Et puis, il se concentre plutôt sur les thèmes du temps de travail, plus que sur le lieu de travail. Et il y a assez peu de jurisprudence sur le sujet. On pourrait noter juste une cour d'appel qui répond finalement sur la question de savoir si on peut utiliser cet accord de performance collective pour la fermeture d'un site, et donc qui aurait pour conséquence finalement de supprimer des emplois. Et la réponse finalement nous dit que l'accord de performance collective pourra apporter qu'une réponse partielle à nos questions, puisque si l'employeur peut y recourir pour fermer un site, il devra justifier néanmoins du remplacement par de nouveaux salariés, des salariés qui ont refusé la proposition proposée. Donc pour des modifications de contrat post-transfert, ça pourra être utilisé. Pour régler la question des doublons, ça ne sera pas utilisé. Et pour finir, on a pu utiliser, nous, en pratique, ces accords d'APC dans le cadre d'accords cadres et de manière plutôt défensive, en se disant, quand je veux faire face à des baisses d'activité prévisibles, à des pertes de marché, est-ce que je ne pourrais pas finalement mettre en place un accord de performance collective cadre avec des indicateurs clairs pour anticiper une décroissance, une perte de marché et pouvoir redéployer finalement les compétences sur d'autres bassins d'emploi avec des mobilités fonctionnelles et ou géographiques. Avant de commencer un peu mon intervention, je voudrais vous dire d'où je parle. Donc, mon cabinet défend uniquement les salariés, les représentants du personnel et les organisations syndicales. Donc, déjà, ça vous donne un peu l'idée de ce que je vais vous dire. Parce qu'en réalité, même si ce débat est peut-être très intéressant sur le plan intellectuel, il est clair que pour les avocats qui défendent les salariés, cette distinction entre le motif personnel et le motif économique ne nous pose aucune difficulté. Et nous considérons effectivement que ça permet des garde-fous et ça permet de protéger les salariés. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va regarder un petit peu la jurisprudence qui a été évoquée, en réalité, il faut regarder les circonstances qui ont donné lieu à ces arrêts. Et pourquoi la Cour de cassation est venue
finalement exiger la cause économique. Et en réalité, au final, ce qui doit guider, je pense, la Cour de cassation et continuer à guider la Cour de cassation, c'est que dès lors qu'il y a une réorganisation qui est décidée par l'entreprise, et que cette réorganisation, elle a un impact défavorable sur un élément contractuel. À savoir, dans les arrêts, on a effectivement une baisse, des propositions de baisse de rémunération, un éloignement géographique du fait d'un déménagement. Dès lors que la réorganisation de l'entreprise a un impact défavorable sur un élément essentiel du contrat de travail, alors l'employeur doit justifier d'une cause économique réelle et sérieuse. Par exemple, vous avez un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2019, numéro 17.17929, où c'était Zara, donc ce n'est pas une toute petite entreprise, qui propose donc de revoir en fait la rémunération variable d'un certain nombre de salariés. Ce système, cette modification donc qui est proposée donc aux salariés induit une baisse en fait de la rémunération variable des salariés. À partir de ce moment-là, il est clair que on ne peut pas invoquer la simple nécessité d'organisation ou, ce qui a été dit, hein, c'est ça, dans l'intérêt de l'entreprise. Il est évident que cette décision va avoir un impact sur la masse salariale, c'est-à-dire que c'est un projet de réduction de la masse salariale et que ce projet-là doit donc être justifié par des causes économiques visées dans le licenciement économique. Et il est vrai qu'on voit dans la pratique l'utilisation par l'employeur de cette technique de la proposition de modification du contrat de travail dans des réorganisations, des propositions qui sont clairement inacceptables par le salarié. Parce que lorsqu'on lui demande de déménager de Orléans à Nantes, ou lorsqu'on lui demande d'accepter une baisse considérable de sa rémunération, l'employeur sait très bien que le salarié va refuser. Et donc, il me semble tout à fait normal que nous gardions l'exigence de la cause, de la justification économique qui doit sous-tendre ces modifications du contrat de travail. C'est d'autant plus important que, et ça a été dit, il y a des garanties procédurales. Et il y a des garanties aussi d'information, consultation des représentants du personnel lorsqu'on est sur un motif économique. Il y a une meilleure prise en charge aussi par Pôle emploi, par le biais du CSP, du contrat de sécurisation professionnelle. Et donc, il semble absolument essentiel de garder ces motifs et ces non inhérentes à la personne dans le giron du motif économique. Et la Cour de cassation, là-dessus, s'y trompe pas, puisque finalement, elle continue tout le temps de rappeler que la modification du contrat de travail doit avoir, in fine, si le salarié refuse, une justification économique. Je vous donnerai juste, parce qu'il y a une actualité, il y a eu plusieurs arrêts qui ont été rendus le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation, qui rappellent ça, notamment donc un arrêt du 22-11-369 qui vient rappeler que finalement, dans la lettre de proposition qui a été faite aux salariés, en l'espèce, c'était pareil, une baisse de sa rémunération. Vous voyez, c'est toujours un peu ces mêmes thématiques. Que dans la lettre, l'employeur doit clairement indiquer que cette modification est énoncer la cause économique. Et s'il ne l'énonce pas, la Cour de cassation vient dire qu'on ne s'intègre pas dans l'article L1222-6, c'est-à-dire la modification pour motif économique, et que donc on ne peut pas imposer cette modification en l'absence de refus explicite du salarié au bout d'un mois, puisque vous savez qu'il y a une distinction entre la modification pour motif économique et la modification pour d'autres raisons, où la modification économique, c'est en l'absence de réponse dans le mois, le salarié est réputé avoir accepté cette modification. Et donc là, la Cour de cassation dit
le motif économique n'était pas au préalable dans la proposition de modification du contrat de travail, et donc le salarié n'était pas dans la mécanique de L1222-6, et donc il y a eu une résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur, et puisque l'employeur n'a pas pu se justifier a posteriori de la cause économique. Vous en avez un autre aussi, 22-12-412, pareil, sur la même question de la rédaction de la lettre de proposition, et aussi un autre, donc 22-10-350, où là, la précision est sur le fait que la lettre de modification doit clairement préciser. Donc là, c'est un changement de lieu de travail, doit clairement préciser quand est-ce que le salarié doit prendre son poste à tel endroit et quelles sont les affectations temporaires, hein, s'il doit y en avoir entre-temps, et qu'en l'absence de précision de la lettre de proposition de modification, le salarié ne peut pas prendre position. Et donc, on n'est plus dans cette mécanique infernale du mois, effectivement, où le salarié peut accepter ou refuser. J'en terminerai, un mot sur le transfert d'entreprise, hein, puisque ça a été dit. Dans la pratique, là aussi, hein, il faut comprendre les situations. Le transfert d'entreprise, donc l'application automatique du L1224-1 du Code du travail, clairement on a vu se développer depuis de nombreuses années donc ces transferts d'entreprises vers des coquilles vides, donc des sociétés vides ou en gros des transferts de salariés dans d'autres sociétés, soit du groupe, soit extérieures au groupe, qui sont moins disantes socialement. Et donc, on est un peu à rebours du texte, hein, de l'esprit du texte, où effectivement, ce transfert automatique était automatique parce qu'on voulait préserver l'emploi. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une utilisation de ce transfert d'entreprise pour effectivement imposer aux salariés un certain nombre de conditions de travail et d'éléments de leur contrat de travail moins disants. Et donc, c'est pour ça que là aussi, il y a ce garde-fou de la justification économique si on vient bouger des éléments du contrat de travail. Et je pense qu'une des solutions, hein, Nelly en a déjà parlé, c'est bien évidemment, lorsqu'il y a ce type de réorganisation, il est important que les représentants du personnel soient donc clairement informés, consultés, en amont, qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de cette réorganisation et surtout que les organisations syndicales puissent négocier. Et je crois que l'outil qui a été introduit, c'est l'accord d'anticipation et l'accord de transition, c'est-à-dire la négociation du statut collectif en amont du transfert, mais on peut aussi négocier aussi des garanties d'emploi, on peut négocier les conditions de travail futures. Cette négociation en anticipation va venir, je pense, c'est la meilleure assurance vie pour les employeurs, parce que du coup, les salariés vont savoir où ils vont, dans quelles conditions, et c'est ça qui va permettre de sécuriser ces opérations.